Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée, elle continue sur Radio Anthropocène. Et si on tape pas dans le micro, il y a déjà suffisamment à faire avec toute la pluie qui nous tombe dessus. Et j'espère que ça va pas trop déranger nos auditeurs qui sont bien à l'abri sous les petits barnums qui sont en face de nous. La journée, donc, elle continue dans le cadre des murmures du temps à l'Arbrel pour une conversation entre Frédéric Gaudry et Caroline Leméoté. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, Frédéric Gaudry, vous êtes professeur de SVT et géologue. Et Caroline Leméoté, vous êtes artiste plasticienne et vous avez produit en collaboration tous les deux une œuvre qui s'appelle Négociation 147, Intimité du visible, et qui s'est installée à Saint-Bel. Alors cette œuvre, justement, on va en parler, c'est 5 plaques de verre qui sont taillées dans des formes un peu particulières et qui sont imprimées aussi avec des motifs particuliers qui rappellent l'histoire géologique et minière du territoire de la CCPA. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous détailler ce que sont ces motifs, ce que sont ces formes, ce que ça représente cette œuvre? Alors, moi mon objectif c'était de... on va essayer de monter un peu le son parce que la pluie prend le dessus. Ouais. Donc c'est de montrer la part du vivant qu'il y a dans le minéral. Et en fait, la roche, la pierre, c'est quelque chose qui nous paraît inerte. Contrairement au végétal, aux animaux, à l'homme qu'on voit se mouvoir, grandir, la pierre nous paraît inerte. Sauf que c'est quand même une part du vivant très importante. Et l'idée pour moi, c'était de montrer la part invisible de ces minéraux, invisible à l'œil nu, pour justement en montrer la part vivante. Et donc j'ai travaillé avec Frédéric Gaudry pour la partie expertise scientifique, pour aller recueillir les roches qui sont caractéristiques de la formation de la mine de Saint-Bel, qui sont caractéristiques aussi du pays d'Arbrel, tout simplement. Donc on a réalisé un échantillonnage aussi avec les habitants du territoire au travers d'une balade géologique. Ces roches ont été ensuite découpées en sucre, on appelle ça comme ça, envoyées au laboratoire de Saint-Étienne, de géologie de Saint-Étienne, pour les polir et en faire des lames de roche tellement fines qu'on peut les observer, elles deviennent transparentes, on peut les observer au microscope. Et au microscope aussi polarisant, qui permet de voir les teintes qu'on appelle de biréfringence, qui sont des teintes qu'on ne peut pas voir, nous, avec nos yeux. Et ensuite, ces lames de roche qui font quelques centimètres carrés ont été envoyées au laboratoire de géologie de l'Université de Lyon et ont été observées. Il y a eu des prises de vue qui ont été faites pour pouvoir en fait agrandir sur plusieurs mètres carrés ce qui était en fait des centimètres carrés. Okay. Donc c'était des photos vraiment haute définition que je souhaitais et qui sont mises entre deux verres qui du coup rappellent la lame de roche justement qu'on observe en géologie. Avec ce jeu de transparence. Avec ce jeu de transparence, tout à fait, où la lumière vient révéler selon la journée, selon les heures, selon les saisons, la richesse de ces roches et les minéraux qui en ressortent. Frédéric Gaudry, c'est quoi cette part vivante des minéraux ? Alors, les minéraux ne se reproduisent pas, malheureusement, parce que dans les tiroirs, les collections, on en aurait davantage à chaque fois. Mais par contre, ils peuvent s'altérer et leur altération est d'ailleurs un témoignage des conditions dans lesquelles ils ont été. Par exemple, dans les roches que nous avons analysées ou que le chemin est allé glaner. Et pour construire ces 5 diapositives, slides, tranches, eh bien, chacune va raconter un contexte environnemental que la roche a connu depuis sa formation. Donc ça peut être quelque chose qui date, qui s'est accumulé depuis 320 millions d'années pour certaines. Et au travers des minéraux qu'il y a dedans, des fois, avec les conditions de pression, température, ils changent à l'état solide. Et le géologue, il sait décrypter par quelle étape il est passé ce minéral. Donc il y a une histoire qui s'ajoute au fur et à mesure des millions d'années.
Et tout ça est ancré, ça nous révèle vraiment le passé. Une roche nous révèle des conditions extraordinaires. Un ancien océan, il a disparu. Les anciennes chaînes de montagnes, elles ont disparu également. Et tous ces contextes qui font que l'environnement autour de nous change, mais de manière imperceptible. À l'échelle humaine, c'est rien, mais sur des échelles géologiques de millions d'années, le territoire vit d'une façon extrême. Vous parlez de la façon dont les roches sont, évoluent avec leur environnement. Alors, vous l'avez vu, on est sur Radio Anthropocène, et le mot anthropocène est un terme qui est un petit peu discuté en ce moment, notamment par certains géologues, et je crois que vous êtes géologue. Est-ce que vous faites partie des géologues qui expliquent que l'anthropocène, en termes géologiques, n'existe pas encore ou n'existe pas? Moi, on peut constater... Alors, l'anthropocène se joue actuellement, mais dans le futur, il va se lire bien évidemment dans des roches. Puisque tout ce qui est, moi j'appelle le poubellien, avant qu'on ait appelé l'anthropocène, le poubellien supérieur dans lequel on est, où on va trouver de la goudronite, si vous voulez, des débris de plastique de ci, de là intégrés. Mais c'est un cycle, parce que le plastique, qu'est-ce que c'était? C'était des roches liquides, le pétrole, qui lui-même s'était formé il y a des millions d'années. C'est un cycle, la matière elle est toujours là, mais se représente d'une façon différente. Le problème, c'est quand ça interagit avec le vivant, et puis qu'il ne s'était pas trop préparé à la chose, et puis que dans les chaînes alimentaires, on retrouve tous ces éléments qui perturbent un petit peu tout ça. Pour dire que il y a différents temps. Le géologue, il est dans le million d'années, et puis l'homme, il est un peu trop dans l'instantané. Alors, Indra, je ne sais pas si c'est peut-être possible de regarder pour les câbles électriques qui passent dans l'eau. Parce que, voilà, petit problème technique, il pleut beaucoup là en ce moment à l'Arbrel. Pardon. Et donc, je reprends le fil de mes questions. Je voulais savoir, moi, Caroline Leméoté, d'où est venu cet intérêt pour les minéraux et la géologie? Alors, tout simplement parce que ma pratique artistique s'est toujours intéressée, je me suis toujours intéressée au sol. Il y a la qualité des sols. En passant par la tourbe d'Irlande, d'Écosse, etc. Et d'ailleurs, dans le projet pour les Murmures du Temps, j'ai aussi fait un travail de chantier participatif au pied de la mine de Saint-Bel pour un chantier de dépollution du sol qu'on appelle la phytorémédiation via cette méthode-là. Et parce que le passé minier fait qu'on a des pollutions importantes dans la région, et par ruissellement des eaux, on entend l'eau ruisseler, ça s'étend. Ouais. Et de votre côté, Frédéric Gaudry, vous, comment est-ce que vous êtes entré en relation? Lequel de vous deux est allé chercher l'autre, et comment est-ce que s'est passée votre collaboration justement? Alors, je suis allée chercher Frédéric parce que je voulais absolument avoir une expertise scientifique sur mon projet. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, des binômes art et sciences. Et donc j'ai vu qu'il était le président de l'association de minéralogistes de l'Arbrel. Donc je l'ai contacté directement et on s'est rencontrés il y a déjà 2 ans. Je suis allée chez lui de manière... c'était un peu improbable. Je lui ai exposé mon projet et j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Et il est resté tout du long. D'ailleurs, je le remerciais tout à l'heure de ça parce que il y a toujours des embûches dans un projet comme ça qui dure un certain temps. Et je le remercie encore pour sa persévérance, d'avoir accompagné le projet comme il l'a fait. Frédéric Gaudry, vous vouliez réagir? Oui, parce que c'était en fait un challenge. Tout ce qu'elle m'avait décrit au début, ses espoirs sur une forme d'œuvre, moi je la côtoie, on va dire, dans mes cours. Et c'est invisible. Certes, derrière un microscope polarisant, il faut un certain matériel, et le révéler au plus grand nombre, quelque chose qui est microscopique, et puis ensuite le voir dans ses dimensions, c'était un véritable challenge. Et aussi bien c'était clair dans ma tête qu'ensuite dans le processus de réalisation, et puis de récupérer des images pour les faire suffisamment précises pour qu'ensuite, à une échelle des cristaux qui font quelques dixièmes de millimètres, soient visibles avec des tailles de 20 cm, c'était un challenge. Et c'est sûr, il a fallu farfouiller, trouver des autres collaborations, et pour que ensuite quelque chose qui était dans notre esprit puisse être visible au plus grand nombre. Parce que le projet que vous avez présenté du coup à Frédéric à l'origine avait déjà la forme, en tout cas ressemblait déjà fortement à ce qui a abouti, ou est-ce qu'il y a eu des évolutions en cours?
En fait, c'est exactement ce que j'avais en tête, c'est exactement ce que j'ai présenté qui existe aujourd'hui. C'est toujours un peu magique. Ouais. Un projet qui a roulé du coup. Et ce choix de l'emplacement, donc c'est proche du cimetière à Saint-Bel, pourquoi cet emplacement ? Alors au départ, ça devait être sur la place du village. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons toutes bêtes de parking, etc. ou de marché. Le marché doit avoir lieu quand même. Et finalement, on a trouvé ce lieu qui donne vraiment une vue sur les monts du Lyonnais, sur le château. C'est très ouvert et c'est beaucoup mieux finalement que l'emplacement d'origine. Et finalement aussi, je trouve que ce rapport au cimetière, qui n'était pas prévu du tout à la base, tout d'un coup met une échelle temporelle qui est très intéressante parce que sur les vers, on a 300 millions d'années qui sont représentés de formation géologique. Et à côté de ça, on a notre petit temps de vie qui côtoie ces 300 millions d'années. Et je trouve que ça pousse à avoir un regard assez humble sur notre passage. Oui, c'est vrai que là, l'Anthropocène ne va pas durer longtemps par rapport à de la géologie et de la Terre. Et il faut savoir que dans le tissu industriel, là, toutes les personnes qui sont dans ce cimetière à côté ont déjà peut-être côtoyé les mines. Et c'est cette histoire aussi que raconte cette œuvre. Elle fait jaillir des ressources géologiques, des contextes qui ont concentré des éléments dont on a tous besoin. Ici, c'est ce qui a façonné dans la région de Saint-Bel toute l'optimisation et l'industrie de la ville de Lyon. Il faut s'en rendre compte. C'est ici que ça s'est passé. Comment faire de l'acide sulfurique avec de la pyrite. C'est à Saint-Bel, plutôt à Saint-Pierre-la-Palue. Et la famille Perret, a utilisé des processus pour valoriser ces ressources qui, pendant des siècles, n'a servi à rien. Et puis ensuite, ce qui était des déchets par ailleurs a été révélé par la science. Et ça a permis l'essor de Saint-Fond, de Fézin, qui est la vallée de la chimie. Et tout, ça a orienté les choses. Et dans le tissu, et tout c'est aussi bien chez les habitants, là, qu'on va retrouver forcément au fur et à mesure des années dans ces cimetières, eh bien, ce sont les échos de l'utilisation de ces ressources. Et l'œuvre, elle leur fait miroir. On va parler juste après du passé minier, justement, du territoire. Mais j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu avec nous sur cette particularité géologique, peut-être, qu'est ce territoire entre les monts du Lyonnais, le Beaujolais. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé ces choses-là ici ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au témoignage des minéraux à l'intérieur de ces roches, eh bien, ils nous révèlent un passé d'océan qui a disparu, un petit océan. On est comme si on était dans la mer des Caraïbes après ce qu'on appelle une subduction, un océan qui passe sous d'autres lithosphères. Et puis, il y a des phénomènes dits d'extension qui se met un petit peu en arrière de la zone qui était en pleine compression, qui se trouvait à cette époque-là, donc il y a 360 millions d'années, un peu plus au nord. C'était une fermeture d'un océan qui était au niveau du Morvan, par exemple, en Bourgogne. Et puis ici, ça commençait à s'étirer un petit peu. Et dans ce fond océanique, il y a eu des sources hydrothermales, comme actuellement, qui ont accumulé des amas polymétalliques. Des amas polymétalliques, on va retrouver du plomb, du cuivre, et puis qu'est-ce qu'on a encore de la sphalérite, donc du zinc. Et c'est ça qui s'est concentré. Donc ça a fait des lentilles minéralisées avec des sulfures. Et c'est ce qui est à l'origine. Donc ce contexte géodynamique qui a disparu bien sûr depuis, et puis qui a été pris dans des chaînes de montagnes. Après, les chaînes de montagnes ont été érodées, et tout ça a disparu bien évidemment dans le contexte. Mais il y a encore des vestiges que certains humains ont su trouver, valoriser. Et ensuite, c'est pour ça qu'il y a certaines villes qui sont là. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aussi. Et justement, comment ça s'est passé, cette utilisation de ces minerais et cette création des mines sur le territoire à différents endroits ? Alors, les plus anciens écrits, c'est vers 1400. Une famille, là, dans la vallée de la Brévenne, avec les Barona, par exemple, 1410. Et puis ensuite, ils se sont associés, ils ont essayé de découvrir d'autres concentrations, de ci, de là, dans ce qu'on appelle l'unité de la Brévenne, qui est la petite rivière qui passe à côté de nous. Et donc, c'est un territoire qui sont les vestiges de ce fond océanique qui a disparu, bien sûr, et dans lequel affleurent maintenant de temps en temps des petites lentilles minéralisées. Il y en a des plus grandes qui ont été exploitées, chevinées,
pour le cuivre. C'est une partie juste du gisement de Saint-Pierre-la-Palue. Et puis, il y a aussi Chessy-les-Mines. Chessy-les-Mines, qui est également un petit peu plus au nord, mais qui fait partie de cette entité de la Brévenne, qui a très certainement été exploitée dès la période romaine. D'ailleurs, si vous êtes dans les musées à Lyon, sur la Gaule romaine, vous allez trouver des creusets pour faire le bronze avec le cuivre et l'étain. Et les gisements les plus proches, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient bien ici, à Chessy. On est à 20 km, 25 km à vol d'oiseau de Lyon. Il y a une cohérence. D'ailleurs, on a trouvé des vestiges romains de Tibère Ier qui montrent que c'est totalement synchrone à l'édification de Lyon. Encore une fois, Lyon tire peut-être des capacités et des logiques d'installation, certes par rapport à l'eau, par rapport aux circulations, mais aussi par rapport à ses ressources. Et puis, je parlais de 1400. Donc après, on a eu aussi, en 1444, un certain Jacques Coeur, argentier du roi Charles VII, qui a utilisé des mines de ci, de là, Joux, Chevinet également, et puis Chessy-les-Mines. Et ça a pu faire la fortune de certains. Et puis ensuite, il y a la révolution industrielle, je suppose. Oui. Alors, les mines fonctionnaient déjà, mais ça a donné un petit apport pour pouvoir pomper en profondeur avec des machines à vapeur. Mais finalement, ça n'a pas fait grand-chose. C'est un territoire qui s'est industrialisé quand même, le territoire de l'Arbrel. Oui, tout à fait. Puis vous voyez, vous continuez vers le sud, vous avez la houille pour pouvoir faire fondre tout ça. Vous avez avec Saint-Étienne, Sainte-Foy-l'Argentière. Mais déjà, ils essayaient de faire feu de tout bois, si j'ose dire, pour pouvoir avoir des ressources. On allait chercher du bois du côté du Morvan, on allait utiliser les fours à chaud pour certaines méthodes de métallurgie. C'est vraiment un génie intellectuel. C'est la science qui s'applique au territoire et qui valorise les ressources du territoire. Et nous sommes le fruit, et cet événement est le fruit de ce genre d'alchimie entre l'homme et une utilisation de ses ressources locales. Et il y a la fin de cette histoire minière, en tout cas une fin qui va peut-être se relancer, une histoire qui va peut-être se relancer, mais en tout cas elle a pris une forme de fin ces dernières années. Mais comme dans beaucoup de territoires, je suppose que cette fin minière et industrielle, elle a impliqué une destruction sociale, une misère sociale sur le territoire. Est-ce que c'est des questionnements que vous avez eus dans la création de votre œuvre, Caroline Leméoté? Est-ce que cette implication sociale de la géologie et de l'histoire minière, ça vous a traversé? Alors là où ça m'a le plus traversé, c'est plus sur les conséquences de pollution du sol, en fait, comme je le disais tout à l'heure. Puisqu'en fait, un gisement en soi ne va pas polluer, mais c'est plus l'extraction minière, sa manière d'être faite, ça dépend des manières, mais ça crée des poches, on va casser la roche qui, elle, était intègre au départ, et par ruissellement des eaux, on va emporter, le ruissellement des eaux va emporter certains éléments qui pourraient être polluants. Par exemple, on a beaucoup trouvé d'aluminium et d'arsenic. Et donc forcément, moi je me suis plus intéressée en fait à aujourd'hui ce qu'on va retrouver dans les sols des personnes qui font leur petit potager chez eux tranquillement, sans savoir parfois que en croyant manger bon et bio, finalement ils sont en train de pomper de l'arsenic qu'il y a dans le sol aussi. À Lyon, on a les PFAS, ici il y a l'arsenic. Je ne sais pas ce qui est je le sais mieux. pas, oui voilà, c'est comme en politique, on ne sait pas trop en ce moment qu'est-ce qui est le mieux. Mais voilà, donc moi, c'est cette part-là qui m'a fort intéressée et sur laquelle j'agis encore, et on va continuer pendant quelques années en fait à faire ce travail de phytorémédiation, donc de dépollution des sols par les plantes. C'est des choses qui sont longues à réaliser, qui demandent de la force humaine, mais de l'engagement aussi. Et de faire aussi des ateliers pédagogiques pour informer au mieux et au plus grand nombre en fait sur ces méthodes, puisqu'aujourd'hui
Les méthodes de dépollution des sols, c'est principalement celle qui est pratiquée, c'est l'excavation du sol. Et l'excavation du sol, c'est simplement déplacer le problème en dehors des villes. Et c'est absolument pas du tout pérenne, ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. C'est catastrophique, en fait, de pratiquer l'excavation des sols. Mais bon, ça va dans une dynamique et dans une logique voilà, qui est notre système économique, qui fait qu'il nous faut rentabilité, efficacité, rapidité. Et je pense qu'il est quand même possible de parler autrement aux collectivités, parce que moi, mon but, c'est à la fois d'informer le commun des mortels, mais aussi de toucher les élus. Puisque de toute façon, par exemple, ce projet de dépollution qui est engagé au pied de la mine de Saint-Bel actuellement est passé par les mains des élus pour avoir justement accès à ce terrain via une convention. Et donc, ces élus ne peuvent pas faire comme s'ils n'étaient pas au courant qu'il y a cette méthode-là qui est possible, qui est une méthode de dépollution des sols par anticipation. Moi, je la vois comme ça. C'est-à-dire que quand une collectivité sait qu'elle a tant de terrain, alors on peut déjà pratiquer la phytorémédiation avant même d'y construire une école, un hôpital ou des logements. Qu'est-ce que vous utilisez comme plantes, comme végétaux pour ça? Alors, là, ici, j'ai particulièrement utilisé la moutarde brune, qui est une plante très connue, qui a des capacités très importantes, 300 fois supérieures à la plupart des plantes pour extraire les métaux lourds. La calendula. Ensuite, on a une plante qui est un petit peu magique, c'est la camomille matricaire, la camomille qu'on met dans notre petite tasse de thé, qui, elle, est plus pour les hydrocarbures. Donc, elle a la capacité de casser les molécules. Par contre, le petit bémol qu'il faut quand même dire au niveau scientifique, c'est que la phytorémédiation, c'est le terme générique. Elle se découpe en deux grandes parties. La phytoextraction des métaux lourds par des plantes qu'on appelle dites hyperaccumulatrices, et la phytodégradation. Donc la phytodégradation, c'est pour les hydrocarbures. Par contre, la phytoextraction, les plantes, elles ne sont pas capables de casser les molécules, contrairement aux hydrocarbures qu'elles peuvent casser. Et donc, il faut arracher les plantes. Donc ça, c'est un vrai travail après derrière, parce qu'il faut aussi... Elles sont chargées en polluants, du coup. Voilà, parce que les racines et les feuilles contiennent ces métaux lourds. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Parce que c'est bien gentil de dire oui, on va dépolluer, etc. Mais si on met ça dans un sac poubelle et qu'on le jette, ça reviendra au sol. Donc l'idée, c'est de trouver un laboratoire et c'est le cas, c'est le laboratoire Iconic avec qui je travaille actuellement, qui va récupérer les plantes arrivées à maturité et extraire ce qu'on va appeler les sels d'aluminium ou les sels d'arsenic pour les revaloriser industriellement. Okay. Frédéric Gaudry, tout à l'heure, je vous voyais opiner du chef sur la question des pollutions des mines. Je vous laisse réagir. C'est surtout sur certains déblais, parce que là, il ne faut pas s'imaginer que tout le secteur est saupoudré par tout un tas de polluants. C'est très, très, très localisé. Et même si on regarde par rapport à ce qu'on appelle le Clark environnant, on fait des analyses sur tout le secteur, eh bien, historiquement, il n'y a que certains petits ruisseaux qui ont été les sièges vraiment dans l'axe de certaines anciennes mines, mais qui ont été exploité, on va dire, avec des moyens rudimentaires, plus anciens, et c'est là que ça s'est un peu accumulé. Mais sinon, par rapport au fond général, parce qu'en fait, ces présentations sont dans cette unité géologique, elles le sont par leur affleurement, par l'altération du sous-sol, et c'est un petit peu, on ne va pas dire que c'est omniprésent, mais il n'y a pas des concentrations aussi anomaliques que dans un déblai qui peut être très localisé. Et puis, c'est vrai qu'ils sont identifiés et il n'y a pas de maison nouvelle qui s'est construite spécialement dessus, à part si vous achetez un truc qui s'appelle la mine. Bon, vous faites une analyse et puis il faut avoir du bon sens, un peu de recul pour éviter de perdre un peu en responsabilité d'un achat d'un truc qui serait sur la mine, vous voyez. Et aujourd'hui, alors, il nous reste une petite minute, malheureusement le temps file, mais aujourd'hui c'est quoi la représentation sur le territoire de ces mines et quel en est l'avenir potentiel ? Alors, des mines dans notre région, il y en avait partout.
dans le Haut-Beaujolais, dans la région lyonnaise, pour la fluorine, pour le manganèse, romanèche par exemple, pour le plomb. À chaque période, il y a eu un âge d'utilisation de tel ou tel minerai. Mais maintenant, on a dans nos portables, dans nos poches, vous avez tous et toutes des tas de mines qui viennent de l'autre côté de la planète. Et pourtant, on a encore des ressources dans cette unité de la Brévenne. D'ailleurs, s'est installée une compagnie d'exploration, la compagnie d'exploration de la Brévenne, et qui essaie de comprendre quelle est la logique et l'endroit où il peut y avoir ces petits amas. Et en fait, il faut comprendre que chacun, là même avec tout le cuivre qui nous entoure pour faire vos connexions, eh bien, ce sont des mines, mais de l'autre côté du monde. Alors qu'on les consomme, on en est dépendant, et puis bien souvent avec des pays qui sont géostratégiquement pas si proches que ça. Donc ça serait Ça commence à se voir un petit peu. Ouais. Et il faudrait rajouter un petit peu de bon sens, comme on pourrait dire, les tomates du jardin, c'est sympa, mais c'est vrai qu'on est des consommateurs de métaux, et avoir des consommations plus localisées, avec justement une exploitation plus ciblée, méthodique, raisonnée, et avec des techniques totalement différentes de ce qu'on faisait avant, pourrait révéler un futur sur ces métaux, sur ces ressources géologiques, pour voir que notre œuvre, finalement, fait un relais entre ce qui s'est passé et puis ce qui pourrait peut-être se passer dans la région. Caroline Leméoté, vous vouliez dire un dernier mot ? Simplement remercier l'ensemble du projet qui nous a beaucoup porté, en fait. On a beaucoup appris. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Frédéric Gaudry, merci beaucoup, Caroline Leméoté également. Je rappelle donc que votre œuvre Négociation 147, Intimité du visible, est à retrouver à Saint-Bel. Et l'après-midi, la soirée presque maintenant continue sur Radio Anthropocène avec une conversation entre Julie Escoffier et Louise Touément et Paul Ardenne, animée par Yindra Kratokville. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.